Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. L'OMS a 75 ans. Cet anniversaire sera célébré sur toute l'étendue de l'année 2023. Jean-Marie Vianney-Yameogo, représentant pays de l'Organisation mondiale de la santé, a fait le point des grandes étapes réalisées dans la santé publique. La première dame, Dominique Ouattara, a partagé son message par visioconférence. Demain, les chrétiens vont célébrer la victoire de la vie sur la mort, la résurrection de Jésus. Au-delà de l'aspect religieux dans les églises et temples, l'événement est aussi un moment de retrouvailles. Ce que l'on appelle Paquinou dans le centre du pays, c'est l'effervescence dans les gares, les salons de coiffure et les ateliers de couture. En visite de travail aux Émirats arabes unis, le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie a rencontré des investisseurs privés. Mamadou Sangafoa Koulibaly a notamment échangé avec le groupe Tech Synergie, spécialisé en hydrocarbures et en électricité. Les deux parties sont convenues de concrétiser des accords très prochainement. 20 migrants originaires d'Afrique subsaharienne sont portés disparus. Leur embarcation a chaviré ce vendredi devant les côtes de Tunisie. 17 autres ont été secourus, indique un porte-parole du tribunal de Sfax dans le centre-est du pays. Le statut de mère célibataire ne lui dénie pas des valeurs. C'est en ces quelques mots et certainement en bien d'autres que l'on peut résumer l'histoire de cette dame. Elle a eu la lourde charge, seule en plus de s'occuper de ses enfants, deux garçons qu'elle appelle les barbus, devenus évidemment aujourd'hui de grands messieurs. Mais le parcours jusqu'à cette réussite n'a pas été de tout repos, des peines qui s'entremêlaient aux joies. Mais la détermination a fait la différence. Elle partage son expérience avec nous. Mère seule, femme épanouie, comment j'ai élevé mes enfants? C'est le titre de l'œuvre de Madame Norbette Zézé que nous recevons avec beaucoup de plaisir et d'honneur. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, c'est un ouvrage qui était pour vous vraiment très important de publier. Oui. C'est un ouvrage qui parle de l'éducation, qui rend compte d'une histoire vraie que j'ai vécue avec les garçons. Oui. Et on parlera de tout à l'heure. Merci. On parlera de Constant, de Cédric et de tout le monde autour. Ce sera donc tout à l'heure le temps de voir le tour de l'actualité. Cette année qui marque les 75 années d'existence de l'Organisation mondiale de la santé. Jean-Marie Vianney-Yameogo, représentant pays de l'OMS, a présenté les grandes actions de la santé publique réalisées par l'organisation. La marraine des activités de cet anniversaire, la première dame, Dominique Ouattara, a partagé son message par visioconférence. C'était à la cérémonie de lancement officiel. Walter Amadou Ouattara. Lancement des activités du 75e anniversaire de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, à Abidjan. Fondée en 1948, c'est le 7 février 1961 que l'accord de siège pour l'ouverture d'un bureau de l'OMS en Côte d'Ivoire a été signé. Depuis cette date, la collaboration entre l'organisation et notre pays a enregistré de bons résultats en faveur des populations. Dr Jean-Marie Vianney-Yameogo, représentant de l'OMS en Côte d'Ivoire, a présenté les actions réalisées. Exprimant la reconnaissance du gouvernement, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle revient sur les acquis. Il s'agit entre autres de l'élimination de certaines maladies, comme le tétanos néonatal, le ver de Guinée, la poliomyélite, l'onchocercose, la trypanosomiase humaine africaine, qui ont fait tant de mal, mais également donc, des performances notables qui ont été enregistrées dans la lutte contre des maladies et diverses épidémies comme le VIH-Sida, la lèpre, la rougeole, l'Ebola et la Covid, pour lesquelles nous sommes encore engagés et nous allons vraiment atteindre donc, les 70% des populations vaccinées très bientôt. Moment solennel qui captive toute l'assistance, c'est le message de la marraine de ces festivités annuelles de l'OMS, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Mes chères sœurs, mes chères filles, dès que les premiers signes de grossesse apparaissent, vous devez vous rendre au centre de santé le plus proche pour vos consultations prénatales. Elles sont gratuites et devront se faire tout au long de la grossesse pour le suivi régulier de votre état de santé et celui de votre bébé. De même, le test de dépistage du VIH au cours de la grossesse est important, gratuit et confidentiel. Acceptez-le, mes chères sœurs. Je vous encourage surtout à accoucher à la maternité. Vous sauverez ainsi votre vie et celle de votre bébé.
J'invite enfin les familles et toute la communauté à accompagner nos sœurs et nos filles à vivre ces moments de grossesse et d'accouchement sains et heureux. Car aucune femme ne doit mourir en donnant la vie. Après 3/4 de siècle d'existence, l'OMS reste attachée à ses idéaux qui se traduisent dans son slogan « Promouvoir la santé, préserver la sécurité mondiale et servir les populations ». En mission aux Émirats arabes unis, le ministre Mamadou Sangafowa Coulibaly a rencontré des investisseurs privés. Il a notamment échangé avec le groupe Tech Synergie, spécialisé en hydrocarbures et en électricité. Les deux parties vont bientôt signer des accords. Lancine Bakayoko, Fernand Conan, nos envoyés spéciaux. Au cours de cette audience, le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Sangafowa Coulibaly, a affiché la disponibilité de la Côte d'Ivoire à ouvrir son marché à l'extérieur. Plusieurs secteurs intéressent les Indiens. C'est un honneur d'être avec Monsieur le ministre. Nous avons eu une réunion très productive sur plusieurs secteurs d'activité où nous pouvons collaborer. Il s'agit notamment de l'énergie éolienne à terre et en mer, la génération d'électricité, l'énergie solaire, le pétrole et le gaz, le développement d'infrastructures offshore et onshore et l'imagerie du sous-sol. La compagnie Tech Synergie est déjà très engagée avec la Côte d'Ivoire. J'ai déjà été à Abidjan où j'ai rencontré la Petrosi pour discuter des opportunités d'investissement dans les blocs pétroliers de la Côte d'Ivoire. Monsieur le ministre nous a parlé des zones d'exploration dans le bassin sédimentaire de la Côte d'Ivoire et nous espérons explorer ce potentiel. Le potentiel ivoirien en hydrocarbures s'affirme de plus en plus, notamment dans le sud-ouest, entre Fresco et San Pedro. Mamadou Sangafowa Coulibaly invite les opérateurs économiques à s'investir dans la zone. Et le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation lance un appel à projet. Les candidats doivent articuler les sujets de recherche autour des thématiques économie et société durable, technologie émergente et développement, sciences sociales et humaines. Ce sont plus de 268 millions de francs CFA dédiés au financement. Le FONSTI encourage les projets portés par les femmes. Frédéric Oulaï, Jean-Marc Gadji. La Côte d'Ivoire dispose de 8 universités publiques et de 45 établissements d'enseignement supérieur. Aujourd'hui, la contribution des enseignants-chercheurs pour un système universitaire performant et compétitif constitue un défi pour le gouvernement. Le FONSTI, Fonds pour la science, la technologie et l'innovation, lance un appel à proposition de projet. Thématique 1. Économie et société durable. Thématique 2. Technologie émergente et développement. Thématique 3. Sciences sociales et humaines. Le choix de ces thématiques répond à des besoins nationaux en matière de santé, de nutrition, de technologie et du maintien du cadre de vie. Le montant global alloué à cet appel à projet est estimé à hauteur de 268 millions de francs CFA. Les projets retenus vont bénéficier d'une subvention de 19 millions de francs CFA. Cet appel est mené par des organismes subventionnaires de la recherche scientifique et le FONSTI. Nous allons recevoir tous les projets de tous les domaines, mais nous allons accorder la priorité aux projets portant sur l'intelligence artificielle. Vous savez que l'intelligence artificielle est une technologie émergente qui peut être extrêmement bénéfique au développement de nos pays. L'un des objectifs de ce programme est d'encourager le monde universitaire et le secteur privé à apporter des réponses constructives aux priorités nationales. Les projets sont soumis à l'adresse suivante, soumissionprojet@fonsti.org. Le secteur agricole présente aussi des opportunités. La 4e édition du Salon international des équipements et des technologies de la transformation de l'ANACAD vient de refermer ses portes ce samedi. Un rendez-vous qui a mobilisé d'importants acteurs de la transformation, dont les industriels et les financiers. En termes de transformation justement des noix de cajou, la Côte d'Ivoire vise 50% à l'horizon 2030. Mamadou Kwasi. 13 000, c'est le nombre de visiteurs des 97 exposants de la 4e édition du CIETA, le Salon international des équipements et des technologies de transformation de l'ANACAD.
Ces différents visiteurs ont pu découvrir la palette des offres locales faites par les agrotransformateurs. Nous présentons du couscous qui est fait à base d'amandes de cajou, de la bouillie faite à base d'amandes de cajou, du café merci également, et du gnomi fait à base de la pomme de cajou. Nous avons du saucisson fait à base de l'amande de cajou. Un point de mire de l'État ivoirien qui nous prouve encore une fois que notre métier est d'actualité et que l'agrotransformation mérite d'être soutenue. Les initiatives sont nombreuses. À côté de ces agrotransformateurs, les industriels issus de la Côte d'Ivoire et de plusieurs pays asiatiques pour exposer leur savoir-faire en termes de transformation des noix de cajou. La cérémonie de clôture de ces 3 jours de salon a permis au commissaire général de faire le point. Un bilan satisfaisant selon lui, avec la valorisation de la chaîne de valeur de la NARCAD. Il convient donc de faire de telle sorte que tous ceux qui veulent investir puissent donc accéder à la bonne information et surtout aux technologies. C'est ça donc le sens du CIETA qui fait venir les équipements et des dernières générations d'édition en édition pour pouvoir les présenter aux investisseurs. Et je peux vous affirmer déjà que sur les machines qui sont arrivées, plus de la moitié ont été acquises, donc achetées par des visiteurs. Représentant le Premier ministre Patrick Hachi à cette cérémonie de clôture de la 4e édition du CIETA, le ministre Souleymane Diarra rappelle les engagements du gouvernement à accroître le taux de transformation locale des noix de cajou, et ce à travers la prise de 3 mesures importantes. Il s'agit de l'octroi d'une subvention à la transformation de la NARCAD aux unités locales de transformation à travers la signature de 37 conventions entre l'État et les opérateurs. Un investissement également de 200 millions de dollars US, soit plus de 107 milliards de francs CFA, d'appui pour l'amélioration de la chaîne des valeurs et enfin l'octroi des mesures additionnelles d'incitation fiscale et non fiscale aux industries locales à travers une convention avec l'État. Je peux vous assurer que ces mesures ont commencé à produire des effets. Le taux de transformation a sensiblement évolué pour se situer en 2022 à environ 22% de la production nationale de noix de cajou brutes, soit un volume de noix de cajou transformées de l'ordre de 224 000 tonnes, contre 40 000 tonnes, 383 de noix de cajou transformées en 2016. Donc le taux de transformation a été multiplié par 8. Premier producteur mondial de noix de cajou et 3e transformateur au niveau international. La Côte d'Ivoire dirige désormais le Conseil international de concertation du cajou pour un mandat d'1 année. Fini donc la 4e édition du CIETA. Rendez-vous est donc pris pour la 5e édition à Accra, dans la capitale ghanéenne. Paul Akoto Yao fait partie des personnalités ayant marqué le secteur de l'éducation nationale en Côte d'Ivoire. Ministre de l'enseignement secondaire et supérieur de 1971 à 83, il est décédé le 17 janvier dernier. La communauté éducative s'est mobilisée pour rendre hommage à ce grand homme d'État et saluer son implication dans le rayonnement de l'école ivoirienne. Sephora Zegui. Le monde de la culture rend un hommage mérité à ce grand commis de l'État, à l'homme de science, l'homme de lettres, l'homme de culture, Paul Akoto Yao, décédé le 17 janvier dernier dans sa 85e année. Moment solennel plein d'émotions, mais de reconnaissance surtout pour ses actions en faveur de la culture. Avec votre nom sonne probité, ce nom qui rime avec rigueur et sens du devoir. Premier professeur agrégé de Côte d'Ivoire en biologie, Paul Akoto Yao avait foi aux œuvres de l'esprit et à l'intelligence. Il a à son actif plusieurs œuvres littéraires, dont Le Cri du jour, Chroniques ivoiriennes, De l'école à la nation et L'escalier aux 7 marches, entre autres. D'où l'hommage du monde de la culture à cet éminent professeur, écrivain et homme politique. Et il fut un brillant ministre de l'Éducation nationale de notre pays. Avec Paul Akoto Yao, c'était l'école ivoirienne dans toute sa grandeur. Il a laissé beaucoup et je déplore le fait que les jeunes de ces 20 dernières années n'aient pas connu Paul Akoto Yao. On aurait pu continuer d'utiliser les mérites de Paul Akoto Yao pour la formation de la jeune génération.
on aurait gagné. L'envol des tisserands, paru en 1986, reste son œuvre littéraire la plus connue. C'est à ce grand homme des lettres que les acteurs culturels, avec à leur tête Françoise Remarque, la ministre de la Culture et de la Francophonie, veulent rendre hommage. Il a été aussi un grand écrivain et il nous a laissé aussi des œuvres qui sont maintenant immortelles. Et grâce à ces œuvres, il continuera de vivre dans nos cœurs, bien sûr, mais il continuera aussi d'apporter tout l'enseignement. Ancien ministre de l'Éducation nationale de 1976 à 1983, Paul Akoto Yao fait partie de ceux qui ont contribué de manière significative au rayonnement de la culture et des arts ivoiriens. Il a réussi à rallier modernisme et tradition. Son engagement et ses actions demeurent dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Homme de lettres qui a inspiré plus d'un. Ses confrères n'oublient pas qu'il a été une belle plume. Une carte de membre d'honneur de l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire est remise à titre posthume à la famille de l'ex-vice-président de l'Assemblée nationale. Paul Akoto Yao a quitté physiquement le monde des vivants, mais il est toujours vivant dans le monde des arts et de la culture. Et l'actualité, c'est aussi police recours qui vient d'être doté de matériel roulant, des véhicules et des motos pour renforcer les capacités opérationnelles de cette unité de proximité de prévention et d'assistance du matériel remis par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Serge Parcom Didi Jean-Marc Djadji. 70 véhicules et une dizaine de motos réceptionnées par la police recours. Une unité de proximité de prévention, d'assistance et d'intervention de la police nationale créée en décembre 2022. Des équipements offerts par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité au nom de l'État de Côte d'Ivoire. Je voudrais exprimer au nom de l'ensemble des fonctionnaires de police notre infinie gratitude à Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité pour ses efforts inlassables en faveur de la professionnalisation de la police nationale. Je suis heureux de constater que le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a eu vraiment raison de soutenir la création de cette unité et de mettre les moyens conséquents à sa disposition au profit des populations. Après des félicitations pour la qualité du travail constaté sur le terrain, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité exhorte cette unité à faire preuve d'anticipation. La complicité entre les populations et la police en général, et la police et recours en particulier, est une complicité qui doit être saluée. Au regard des nombreux résultats spectaculaires qui ont été enregistrés, malgré les conditions de travail qui ne sont pas toujours faciles. La cérémonie de dotation en moyens de mobilité aujourd'hui trouve donc tout son sens. Il est donc logique que cette unité bénéficie de matériel roulant en qualité, mais aussi en quantité. Le président de la République et le gouvernement attendent beaucoup de vous en retour. Cette dotation en matériel roulant se fait dans le cadre du déploiement de la police recours dans les communes d'Abobo, Yopougon et les localités de Boaké, Yamoussoukro, Korogo, Odiné et San Pedro. Objectif, permettre aux populations de fêter la Pâque dans de bonnes conditions sécuritaires. Allons à Korogo, 1500 km de route secondaire de la région du Poro a reprofilé. Le ministre directeur du cabinet du président de la République, Fidel Sarasoro, a procédé au lancement des travaux. C'était à Natio Kobadara, un quartier de Korogo. Des actions qui vont évidemment faciliter le déplacement des populations et améliorer ainsi leurs conditions de vie. À Mississoko. Kasrimé, l'un des plus gros quartiers de Korogo. La voie menant à ce quartier est difficilement praticable. Un calvaire qui est perdu selon les usagers. Les routes sont impraticables. Ça gâte les motos. C'est ce qui fait que quand un client dit pour aller à Kloufo, à Kao, bien l'oignon comme ça, tu refuses de partir. En tout cas, il n'y a pas de route. Quand il pleut chez nous, c'est des catastrophes. Tu ne peux pas rentrer moto, mais tu ne peux pas emprunter moto. Kasrimé n'est pas un cas isolé. De sinistrés en passant par Cocody, Trois Poteaux, Natio Kobadara et bien d'autres, tous ces quartiers de Korogo ont des voies secondaires quasiment dégradées. Très bientôt, le calvaire ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Le ministre directeur de cabinet du président de la République, Fidel Sarasoro, vient de lancer les travaux de reprofilage de 1500 km de voies secondaires dans le Poro à Korogo, d'où l'exultation des populations. Autorités administratives, politiques et populations n'ont pas manqué de lui traduire leur gratitude pour ces travaux. Chaque année, je fais quelques quartiers avec les maigres moyens de la mairie.
Cette année, le gradin est en panne. Nous sommes déjà à plus de 10 millions de réparations, mais il n'est pas encore prêt. Et comme Dieu sait bien faire les choses, ce projet est arrivé pour nous aider, pour nous soutenir à faire ce reprofilage, à aider nos populations à avoir de bonnes routes avant la saison des pluies. Merci, Monsieur le ministre. Selon le ministre Fidel Sarasoro, candidat aux élections régionales du Poro de 2023, ces travaux s'inscrivent dans la politique du président de la République Alassane Ouattara qui vise à améliorer les conditions de vie des populations. Vous avez vu l'enthousiasme de la population. Nous sommes avec le chef de canton qui a exprimé toute sa gratitude au président de la République. Les élus du département de Korogo sont là, ils sont tous heureux et surtout la population qui n'attendait que cela. Et donc je suis très heureux également de pouvoir participer à cette grande fête. En attendant le bitumage de ces voies, ce projet de reprofilage de la voie dans la cité du Poro se présente comme un élément moteur pour booster le développement remarquable amorcé par cette région. Korogo, comme partout dans le pays, Pâques, c'est demain, dimanche, mais déjà, c'est Pakinou, la version traditionnelle de cette fête religieuse. Elle rime en pays baoulé avec retrouvailles et actions de développement. Le ministre de l'Équipement conduit l'association des cadres du centre à l'étape de la région de Beker. Médé Kofi Kouakou et sa délégation ont visité 5 localités. Ils ont inauguré plusieurs infrastructures et rendu hommage au président Alassane Ouattara. Le reportage de Léon Brou. Kender Rousset, sous-préfecture de Kondrobo, département de Béoumi. Le ministre Amédé Kouakou et l'association des cadres du Centre pour le développement, témoins de l'hommage de plus de 8000 âmes au président Alassane Ouattara. La raison, le développement entamé depuis 3 ans par le chef de l'État dans ce village cinquantenaire, né de l'aménagement de la vallée du Bandama. On a déjà l'école, on a l'électricité, le château d'eau est en cours. Grâce au président, nous avançons. C'est maintenant qu'ils connaissent le développement et ils ont voulu célébrer les 50 ans, magnifier le président Alassane Ouattara. Et nous pensons que nous sommes dans la bonne dynamique pour la vision du président Alassane Ouattara et qui est donc d'apporter le bonheur aux Ivoiriens et nous en sommes heureux. Célébration du développement aussi à Sola-Bonicro, département de Sakassou. Ici, remise d'une maternité et d'une ambulance flambant neuve, toutes deux dont du gouvernement qui viennent améliorer leur santé selon les populations avec à leur tête le directeur de cabinet du vice-président de la République. C'est notre appartenance au RHDP qui nous oblige à trouver les moyens et les solutions pour que nos parents soient bénéficiaires de l'aide de transformation de la Côte d'Ivoire. Le président de la République, M. Alassane Ouattara, met en œuvre. Autre localité, Diakou, encore à Béoumi, Brobo et Guébounois dans le département de Boaké. La CCD invité des populations pour célébrer les acquis et recueillir les projets pour booster le développement. Les localités de Brobo, Mamni et Bonda, communes de sous-préfecture, véritablement méritent d'être département administratif. C'est vraiment le vœu de ces populations. Nous demandons 5 km de bitume pour la localité, que M. le ministre puisse voir avec la structure étatique qui est l'AGEROUTE, afin de nous aider à avoir des échangeurs et ensuite des fonds d'appui pour le développement de nos jeunes et de nos femmes. Pour répondre à ces doléances, Jacques Assaoré Conan, directeur général du Trésor, et Amédé Kouakou, ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, proposent la solution de l'association des cadres du Centre pour le développement. Unité, cohésion sociale et paix pour capter le développement impulsé à la Côte d'Ivoire par le président Alassane Ouattara. Et il y a des candidats encore pour le voyage dans le centre du pays. Les gars refusent du monde, un vrai parcours du combattant pour avoir une place. Les attentes sont longues et les réservations ne sont pas toujours respectées. Cette situation est loin de décourager les voyageurs. Malgré ces difficultés, vous allez le voir, il n'est pas question d'abandonner Pakinou. Ambiance dans les gares et sur les marchés à quelques heures de la fête de Pâques. Générosa Kouadio à Boussanogo. Nous sommes à quelques heures de la fête de Pâques, une période favorable pour les compagnies de transport sollicitées par les voyageurs qui désirent se rendre au village, rejoindre leur famille et leurs proches. Dans cette gare qui fait les lignes de Boaké, Yamoussoukro et Dembokro, de l'entrée à la salle d'attente, une foule de voyageurs en attente. Debout, couchés ou assis,
Ils sont soucieux d'avoir une place dans un car. Personne ne veut manquer ce grand rendez-vous. Pas qu'il. Je suis là depuis 5 h du matin. Bon, il y a le 30e départ. C'est la période où ils ont fini les travaux, tout et tout, donc chacun rentre pour aller des réunions de famille, il y a tout ça là. Donc, les gens prennent ça comme une priorité. Je suis là depuis 6 h du matin. On m'a mis ici, l'heure de départ était prévue pour 10 h, jusqu'à 15 h passées même. Je suis encore arrêtée là. Après de longues heures d'attente, on se bouscule à l'annonce d'un départ. Une situation due au non-respect de l'ordre de départ et des réservations. Conséquence, des départs combinés. On a tourné autour de plus de 250 et quelques départs à destination des villes de l'intérieur. C'est pratiquement le grand Abidjan qui converge vers les gares. Donc si le monsieur a le départ, le 30e départ, naturellement il faut que par exemple le 27e, le 28e parte et lui, il va prendre son départ. Même constat dans cette autre gare, à destination de Gagnoa, Issia. L'attente est longue. On murmure, on s'impatiente, on grogne, on s'énerve. D'ordinaire, un temps d'attente de 30 minutes. C'est habitué des lieux dits avoir attendu presque 5 heures sans avoir un quart. Moi, je suis praticien. C'est-à-dire la personne est malade, je dois lui livrer son médicament. Et si je n'arrive pas à temps, ce n'est pas normal. Mais il a fait comment? C'est un manque d'organisation, ils n'ont pas bien organisé. À l'instar de ces gares routières, les marchés et autres espaces de commerce sont aussi bondés de monde. Les Baoulés aiment le pain. Et depuis le matin, je suis contente. Avant, ils pouvaient manger 80, mais maintenant, plus de 140, 120. Avec la fête, tout se passe bien, ça bouge très bien. Les femmes, elles font plus d'uniformes. Donc, ça marche. Je suis venue me rendre un peu belle parce que j'ai reçu une petite invitation du côté de Boaké. On sera en déplacement pour la Pâques. Cette année-là, bon, un peu épais, c'est ça. Sinon, le stock là, bon, on commande les mains, ça sort, mais pas comme chaque année, quoi. Voilà, avec la fin des Pâques, les clients viennent un peu. L'année dernière, ça marchait que cette année. La fête de Pâques est une période faste pour les commerçants qui devraient faire preuve de grande vigilance. Et la fête de Pâques, c'est demain. Chez les musulmans, c'est encore la pénitence et la prière. Les deux religions partagent les mêmes valeurs de solidarité. Des milliers de fidèles, chrétiens et musulmans, étaient rassemblés à Yopougon. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, a offert des vivres à 1200 personnes. Khalid Diomandé, Mamadou Kwasi. Plus de 1200 personnes issues de toutes les obédiences religieuses et politiques mobilisées ce samedi 8 avril au collège Ofumu Yapo de Yopougon. Elles sont conviées ici par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, pour un moment de partage. C'est désormais une tradition pour ce cadre de Yopougon d'apporter assistance aux résidents de la commune à l'occasion du Ramadan et de la Pâque. Cette année, ce sont des dizaines de tonnes de vivres et une enveloppe de 5 400 000 francs CFA qu'offre Adama Diawara aux couches vulnérables des différentes communautés. C'est un homme qui ne regarde pas au fait qu'il soit musulman et trier ses frères musulmans et leur faire du bien. Non, il est généreux avec les chrétiens, il est généreux avec les non-chrétiens. Ça apporte vraiment l'union. C'est ce qui est demandé à tous les musulmans. Quand on a un peu de moyens, il faut penser aux autres. En cette semaine pascale, on a besoin des vivres pour pouvoir cuisiner et manger en famille et dans les églises. Et du coup, Dieu a envoyé son serviteur de nous donner des vivres. La fête serait très belle et nous allons fêter la Pâque dans la paix, dans la joie. Cet élan de solidarité, le ministre Adama Diawara le conçoit comme une poursuite des actions de générosité du président de la République, Alassane Ouattara. Lui qui fait de la Côte d'Ivoire solidaire l'un des piliers de sa politique de gouvernance. Je pense que toute la Côte d'Ivoire est témoin de ce que le président de la République, son excellent M. Alassane Ouattara et son épouse, Mme Dominique Ouattara, font au quotidien en termes de solidarité envers l'ensemble de la population ivoirienne. Donc il est évident que les premiers collaborateurs du président de la République que nous sommes, nous devons faire en sorte que ces actions de solidarité menées par le chef de l'État et son épouse soient relayées sur le terrain. Le RHDP est un parti de vivre ensemble. Donc vous comprenez bien qu'en tant que ministre cadre du RHDP, lorsque je viens faire un don, surtout dans une commune de la dimension de Yopougon, une cité arc-en-ciel, je suis obligé de faire appel à tous les segments de la population de Yopougon. Pour cette opération de don, le ministre Adama Diawara avait à ses côtés le représentant du président de l'Assemblée nationale, Adama Bitogo, et le deuxième adjoint au maire de la commune de Yopougon. Tous ont invité les bénéficiaires
à œuvrer continuellement pour la cohésion et la stabilité, impérative à tout développement. Et dans l'actualité politique, les femmes du RHDP se sont réunies pour parler de paix. Elles ont dénoncé des propos tenus par certains militants de partis politiques. Pour elles, cela met à mal la cohésion sociale. Elles appellent donc au renforcement de la fraternité et le vivre ensemble. Marie-Chantal Akandan. Cocody, rue Le Pic, siège du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP. Il est 14h ce jeudi 6 avril. Les femmes du parti, membres du directoire, secrétaire national et des militantes du RHDP se retrouvent. Elles sont là pour dénoncer certains agissements de certains responsables politiques qui mettent à mal la cohésion sociale. Pour elles, il faut impérativement aller à la paix et au vivre ensemble. Nous prenons à témoin l'opinion nationale de ce que, malgré les actes majeurs posés par son Excellence, le président Alassane Ouattara, pour décrisper l'atmosphère sociale à travers notamment la mise en application des résolutions issues du dialogue politique, la signature d'une trêve sociale assortie de hausse de salaire et autres bonifications pour les travailleurs, il se trouve malheureusement encore des acteurs politiques peu soucieux du bien-être général et des intérêts de la population qui rament à contre-courant de la dynamique de cohésion sociale et de poursuite du développement économique et social de la Côte d'Ivoire. Nous invitons toutes les institutions nationales, la Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, les guides religieux, les leaders des associations féminines à prendre leur part de responsabilité en invitant au respect des principes démocratiques, au bon ton et à la promotion du vivre ensemble. La ministre d'État Kandia Camara, membre du directoire du RHDP. Et le sport, facteur de cohésion, les 6 stades de Côte d'Ivoire qui vont abriter les rencontres de la prochaine Coupe d'Afrique viennent d'être officiellement baptisés. Chacun d'entre eux porte un nom officiel. L'on retrouve des personnalités politiques et des sports. Le ministre Don Paulin a rendu public le baptême. Sébastien Ouyen. Construit à l'occasion de la CAN 2023, qui se jouera en 2024, les noms que porteront les stades de Yamoussoukro, de Korogo et de San Pedro sont connus. L'annonce a été faite par le ministre des Sports, Paulin-Claude Danho, à l'occasion de la Journée internationale du sport et de la pose de la première pierre de l'Agora de Dimbokro. J'annonce solennellement que le stade de Yamoussoukro sera baptisé du nom du Premier ministre, gouverneur de la BCAO, président de la CDVR, Charles Konan Bani. Et pour honorer les anciennes gloires du football, celui qui a assuré le rayonnement de notre équipe nationale aux différentes compétitions de la CAN, l'homme d'Asmara, il a plu à son Excellence, Monsieur le Président de la République, de décider que le stade de San Pedro portera le nom de Laurent Pokou. Et le stade de Korogo, bien sûr, a été baptisé du nom du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le ministre Paulin-Claude Danho a donné par la suite les raisons du choix de ces 3 dénominations. Son Excellence, le Président de la République, a voulu que nous donnions des modèles et des repères aux jeunes générations à cause des valeurs portées par ces hommes. Ces 3 stades, à l'instar des 3 autres, le stade Félix Houphouët-Boigny, le stade Alassane Ouattara et le stade de la paix de Bouaké, constituent une fierté pour la Côte d'Ivoire qui abritera la prochaine CAN dont le coup d'envoi sera donné le 13 janvier 2024.
Et revenant sur cette réunion des femmes du RHDP, elles ont dénoncé des propos tenus par certains militants et de partis politiques. Elles appellent au renforcement de la cohésion sociale. Marie-Chantal Akanda. Cocody, rue Le Pic, siège du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP. Les femmes du parti, membres du directoire, secrétaires nationales et des militantes du RHDP se retrouvent. Elles sont là pour dénoncer des agissements de certains militants du PPACI qui mettent à mal la cohésion nationale. Le 11 mars 2023, dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, Madame Marie-Odette Lorion, membre des instances du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, PPACI, s'exprimant devant ses partisans sur une place publique à Nono, dans la commune de Cocody, a tenu un discours d'une gravité extrême. Dans ses propos truffés de mensonges et d'allégations infondées, Marie-Odette Lorion a notamment traité des soldats ivoiriens qui avaient été pris en otage par les autorités de la transition malienne de mercenaires. Elle a encore une fois enfourché la trompette de la xénophobie, clamant qu'il y avait dans notre pays le camp des Ivoiriens et le camp de ceux qui sont venus d'ailleurs. À sa suite, le samedi 1er avril 2023, à l'occasion de la fête de la Renaissance organisée par le PPACI à Yopougon, place Figayo, des militants de ce parti ont tenu des propos tout aussi graves et injurieux à l'endroit du président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara. De telles dérives verbales ne sauraient passer sans réaction. C'est l'occasion pour la secrétaire nationale des femmes du RHDP de mettre en lumière les projets de développement initiés par le président de la République, Alassane Ouattara, qui visent à améliorer les conditions de vie de tous les Ivoiriens. Les excellents résultats économiques et sociaux obtenus ont nettement contribué à améliorer le niveau et les conditions de vie des Ivoiriennes et des Ivoiriens résolument engagés sur le chemin de la paix, de la cohésion sociale et du vivre ensemble dans une seule et même patrie. Odette Agnero-Ehui a également souligné l'importance de la responsabilité politique dans le maintien de la paix et de la stabilité du pays. Les Ivoiriens ont souffert du fait politique de xénophobie et de haine distillée insidieusement par des acteurs politiques en manque de projets et de propositions pour faire avancer la Côte d'Ivoire. Nous, femmes du RHDP, éprise de paix, de cohésion sociale et d'amour pour la patrie, soucieuses de l'avenir de nos enfants, dans une Côte d'Ivoire rassemblée et paisible, venons, par la présente déclaration, exprimer notre indignation et notre désapprobation suite à ces propos mensongers, injurieux et dangereux pour la Côte d'Ivoire. Nous interpellons le président du PPACI, M. Laurent Gbagbo, ancien président de la République, afin qu'il exhorte ses collaborateurs et partisans à se départir des comportements irrévérencieux vis-à-vis du président de la République de Côte d'Ivoire et des propos haineux et xénophobes pour s'inscrire résolument dans les chantiers de la cohésion sociale et du développement de notre patrie, héritage commun que nous devons transmettre aux générations futures. La ministre d'État Kandia Camara, membre du directoire du RHDP, a exprimé sa gratitude envers les femmes pour leur courage et leur initiative pour ce rassemblement. Vous venez encore une fois de démontrer que vous êtes les gardiennes du temple. Vous avez une haute idée
de vos responsabilités en tant que collaboratrice d'Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, qui chaque jour œuvre au renforcement de la paix dans notre beau pays. Parce que le président le dit tous les jours, il a de grandes ambitions pour la Côte d'Ivoire et pour les Ivoiriens. Il veut faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent. Chaque jour, il pose des actes partout en Côte d'Ivoire pour démontrer qu'il travaille à l'émergence de notre pays. La paix, c'est l'âme des braves. Il est plus facile de détruire que de construire. Le président Alassane Ouattara a choisi la chose la plus difficile, construire la paix par la réconciliation. Et chaque jour, il pose des actes dans ce sens-là. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a également exhorté l'ensemble de la population à soutenir les actions de développement entreprises par le président Alassane Ouattara. Dans le reste de l'actualité, 20 migrants originaires d'Afrique subsaharienne sont portés disparus après un naufrage vendredi devant les côtes de Tunisie. 17 autres ont été secourus, indique un porte-parole du tribunal de Sfax dans le centre-est du pays. Selon des témoignages recueillis par la justice qui a ouvert une enquête, ces 37 migrants étaient partis du littoral quand leur embarcation a fait naufrage ce vendredi après-midi. On ouvre la page consacrée à la culture. Et on retrouve avec beaucoup de plaisir notre invité de la page culture, Norbert Zézé, ou encore Nick Zedem pour le nom de plume, parce que vous êtes journaliste, auteur de cet ouvrage, Mère seule, femme épanouie, comment j'ai élevé mes enfants. Évidemment, vous n'êtes pas la seule femme dans la situation. Pourquoi avoir décidé de partager cette expérience? Les expériences sont uniques, certes, mais les partager, c'est une source d'enrichissement. Et comme il n'y a pas d'école pour apprendre à être parent, on peut s'inspirer des expériences des autres pour faire peut-être mieux ou bien pour éviter des erreurs. Sinon, je n'ai pas la prétention de dire que je suis seul dans ce schéma. D'accord. Alors, on va juste voir Serge Pacom, Didier et Patricia Omou Etia sur cet ouvrage et on se retrouve. Nombreuses sont les mères à travers le monde qui éduquent leurs enfants et réussissent à leur offrir un avenir radieux. Nombreuses sont les familles monoparentales portées par des mères qui savent montrer des chemins inspirants à leurs enfants. Dans son œuvre « Mère seule, femme épanouie, comment j'ai élevé mes enfants », la journaliste Zézé Norbert évoque le vécu de ces femmes qui se retrouvent à l'épreuve de la vie à jouer à la fois le rôle du père et de la mère. Écrit en 175 pages, ce livre est une œuvre autobiographique d'une journaliste qui partage son expérience. Le sujet central abordé est celui de l'éducation des enfants. Mère de 2 garçons qu'elle a réussi à élever toute seule, l'auteur exhorte et sensibilise les mères sur le rôle capital qu'elles jouent dans l'éducation de leurs enfants et même de la société tout entière. L'œuvre « Mère seule, femme épanouie, comment j'ai élevé mes enfants » est donc une invite aux mères seules à ne pas s'apitoyer sur leur sort et à ne pas se victimiser. Qu'elles demeurent donc dignes et assument ce statut de chef de famille monoparentale avec fierté. Alors, dans l'ouvrage, vous avez toujours fait référence à ces valeurs d'éducation que vous avez reçues de vos parents. Vous vous dites, en fait, quand vous avez la charge des 2 barbus, c'est comme ça que vous les appelez, vous allez nous dire derrière pourquoi. Est-ce que vous vous dites que c'est important de transmettre cette éducation de rigueur? Ça aussi, on l'a noté dans l'ouvrage, à vos enfants. Oui, nous imitons nos parents. Il n'y a pas d'école, on regarde ce que nos parents font et nous les imitons. Donc, nous retransmettons ce que nous avons reçu nous-mêmes, parce que mes parents sont mes références. Alors, ces 2 barbus, aujourd'hui, comment vont-ils? Ils vont bien, ils sont une source de fierté pour moi, ils ont grandi, ils sont casés, ils sont vraiment épanouis et intégrés dans la société, parce qu'ils ont tout travail. D'accord. Alors, un mot qui est revenu également souvent, c'est développer l'autonomie chez l'enfant. Quand vous dites cela, à quoi est-ce que vous faites référence? Puisque dans cette société d'aujourd'hui, on se dit l'enfant ne doit manquer de rien. L'enfant ne doit manquer de rien, c'est vrai. Mais moi, mon père me disait toujours, le souffle de vie qui nous tient n'est pas stocké dans une jarre dont on surveille le niveau quand il baisse.
Donc, il faut toujours éduquer les enfants à l'idée d'un moment à un autre, les parents peuvent ne pas être là. Donc, il faut qu'ils arrivent à se prendre en charge. Il faut qu'ils arrivent à être forts pour faire face. Donc, j'imagine ces 2 garçons à la maison, la lessive, la vaisselle et certainement la cuisine. Bon, comme ces 2 garçons, ils savent faire du riz. Ils n'ont pas encore réussi à faire la sauce. Mais ils lavent effectivement. Ils font tout ce que vous avez énuméré là. Ce sont des enfants. Moi, on va me dire, oui, comme tu n'as eu que des garçons, c'est pourquoi ils sont élevés de cette façon. J'aurais eu des enfants des 2 sexes, je crois qu'ils auraient été élevés de la même manière. Il faut qu'ils arrivent à se prendre en charge. Alors, de cette période, donc, seul avec les enfants, qu'est-ce qui était vraiment difficile pour vous? Ce qui a été difficile, c'est quand ils sont malades. Ou bien, bon, je crois que ce qui m'a fait le plus de peine, c'est quand ils étaient maintenant à l'école, à la grande école, pour Cédric, parce que le rythme des enseignements qui changeait du lycée, parce qu'il était en BTS, dans un centre de formation professionnelle, il a commencé à flancher. Mais je lui ai tenu ce discours pour dire, tu flanches, je ne vais pas t'empêcher, mais il faut penser à demain. Quand tes amis avec lesquels tu as fait le bac, ils vont aller et revenir. Cédric, ils vont te trouver à quel niveau? Qu'est-ce que tu deviens? Ça, c'est une phrase, elle est certes anodine, mais elle fait un effet d'un missile. Hein. Et le second élément, c'est quand Constant, le plus grand, a fini les études, a déposé des dossiers pour chercher un stage. Et heureusement, on en avait eu. Et un matin, j'ai décidé de l'accompagner pour éviter les tracasseries, des embouteillages. En cours de route, un message, le stage est annulé. Imaginez l'état d'âme. Monsieur Koulou, vous êtes un père certainement. Oui, bien sûr. Mais quand vous vous retrouvez, j'ai dû sombrer avec mon enfant parce que je me disais, franchement... Et vous avez dit dans l'ouvrage, ça m'a déchiré le cœur. Oui, c'est une peine. Parce qu'un étudiant, il cherche un stage d'études pour pouvoir soutenir son mémoire. Là, c'était son mémoire de Master 2. On en a cherché les stages. Et on a eu le coup de pouce d'un de ses enseignants. On avait commencé à souffler. Et ce message qui vient nous dire, le stage est annulé. Mais finalement, les choses se sont bien passées. Oui, les choses se sont bien passées. Vers la fin. Oui. C'est ça, la vie, c'est les joies et les peines. Hein. Oui. Mais il y a plus de joie. Oui, il y a plus de joie puisque justement, ces 2 garçons, aujourd'hui, vous l'avez dit, autonomie, tranquillement, parce que, bon, il y a eu un accès, il y a eu une insertion socio-professionnelle. Oui. Alors, comment ça se passe aujourd'hui, après cette étape de difficulté, on va le dire ainsi, comment ça se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, tout se passe bien. Le plus grand, il est autonome, il est parti s'installer chez lui. Le second, il travaille, mais il est encore tout jeune. Je lui demande de rester. Bon, je lui demande. Parce que maman ne veut pas rester seule? Non, ce n'est pas ça. Il continue d'aller à l'école. Ils ne sont pas encore grands? Ils sont grands. Constant, il est grand. Chez maman? Non, ils sont grands. Mais c'est parce qu'il s'est inscrit à un cours d'ingénierie et je pense que ça peut réduire ses charges. S'il paye l'école et qu'il doit encore payer les logements et tout ça, c'est pour lui épargner trop de charges. Pour qu'il puisse économiser et aller de l'avant. Alors justement, puisqu'on parle de charges, donc de difficultés, comment vous avez réussi à surmonter tous ces moments de difficultés avec les enfants? Les enfants, il faut parler avec eux. C'est le moment d'insister sur le fait que les parents doivent passer du temps, un temps de qualité avec les enfants. Il faut leur tenir la main. On ne fait pas les enfants pour les laisser à la charge des autres personnes. Donc quand vous parlez avec eux, vous partagez tellement de choses et je crois que vous trouvez toujours des voies et moyens pour vous en sortir. Et Cédric et Constant se sentaient parfois un peu trop dans un... en griffe état policier, où ils sont toujours surveillés. Non, monsieur Kolo, non. C'était parfois difficile parce que je vois cette image de son retour du lycée classique, où il avait cette coiffure, et ordre a été donné par le général en chef de la maison d'enlever cette coiffure. Oui, vous savez, l'école est normée. Si on demande aux enfants de porter les uniformes, c'est parce que l'école est normée. Donc je ne voudrais quand même pas voir mon enfant être hors cadre avec cette coiffure. C'est pourquoi je lui ai dit,
quelle idée, quelle image veux-tu renvoyer à tes enseignants avec une telle coiffure? Sinon, je ne suis pas une maman gendarme. Je suis une maman cool. Alors, mais pendant tout ce temps, oui. Où était le père? Le père, il est là, c'est pas parce qu'on n'est plus ensemble qu'il ne voit pas ses enfants. Là, j'insiste pour dire aux mamans que les enfants, vous les faites avec une personne, c'est deux grandes personnes qui ont fait les enfants. Vous avez eu des contradictions, vous ne vous êtes pas entendus, mais ce n'est pas une raison d'empêcher les enfants d'avoir accès à leur papa. Donc, eux, ils voyaient leur papa. On n'est peut-être pas dans la relation amoureuse encore, mais ils ont accès à leur papa et ils les voyaient. Voilà, juste deux valeurs qu'on devait retenir dans cette période ou dans cette vie. Dans cette vie, il faut se prendre en charge. Il faut appeler les mamans à ne pas s'apitoyer sur leur sort parce qu'elles ont les capacités d'élever leurs enfants. Une femme peut être seule et être épanouie. Une mère peut être seule et bien élever ses enfants. D'ailleurs, cela est valable aussi pour les hommes qui sont aussi des papas seuls par moment. Oui, c'est vrai. Merci Norbert Zézé. Invité de la page culture, mère seule, femme épanouie, comment j'ai élevé mes enfants. C'est vrai, c'est un régal et on apprend beaucoup. Merci. C'est vrai. Merci. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h. En parlant justement de réussite, ce soir, le sage nous apprend que qui veut avoir le miel contenu dans une roche doit aussi avoir la hache qui peut l'ouvrir. Dieu le voulant, on se retrouve demain.